Il y a de nombreuses façons de tromper l'ennemi pour le forcer à commettre une erreur fatale. Manipulés avec talent et ruse, la duperie peut s'avérer mortelle. Les chars factices, les fausses émissions radio et les espions qui mentaient ont conduit Hitler à sa ruine. Les leurres de guerre est le prochain épisode de Secrets de guerre. Depuis que l'homme a appris à se servir des armes, la supercherie a fait partie de toute guerre. La tromperie est tout simplement le revers de la stratégie. La supercherie militaire sert à cacher vos forces, mais aussi vos faiblesses. Elle pousse l'ennemi à vous attaquer là où vous êtes fort et à l'arrêter là où vous êtes faible. La supercherie est vitale car en empêchant l'ennemi de deviner vos intentions, vous prenez clairement l'avantage. La tromperie est la base de toute tactique et stratégie militaire. Elle peut être aussi simple que de se cacher derrière un arbre, ou complexe au point de créer une fausse armée. Mais les moyens et les buts de la tricherie militaire sont tout aussi essentiels. En principe, si ce que vous essayez de faire induit l'ennemi en erreur, ces préparatifs le mèneront à une perte complète de ressources. L'utilisation habile de mauvaise orientation, de discrétion et de subterfuge pendant une guerre peut faire la différence entre victoire et défaite. Quand les techniques de guerre devinrent plus complexes, le rôle de la supercherie devint plus important. La forme la plus ancienne et la plus simple de tricherie est sans nul doute le camouflage. Pratiqué tout au long de l'histoire, ce ne fut que pendant la Première Guerre mondiale que l'amélioration des méthodes et l'avènement des reconnaissances aériennes transformèrent la pratique en art. Pendant la Première Guerre mondiale, quand les combats sur le front occidental devinrent statiques, il fut très difficile de faire quelque chose sans être vu par l'adversaire. C'est ainsi que le camouflage entra en vigueur. À l'automne 1914, l'artiste Guirand de Sévola, civil dans l'armée française, proposa pour la première fois d'utiliser des toiles peintes pour cacher les armes de son unité. Jusque-là, seuls des matériaux naturels, buissons et boues, étaient employés à cet effet. L'état-major français fut si impressionné par le travail de Sévola qu'il le promit lieutenant et lui donna le commandement de la première unité camouflée de l'histoire moderne. L'armée britannique suivit en créant en 1915 son propre corps camouflé. Le camouflage fut tout d'abord testé par les Français, puis adopté par les Britanniques et devint la tâche des ingénieurs de la couronne. Nous avions formé des unités spéciales dont le travail consistait à inventer les méthodes de camouflage et à produire les matériaux nécessaires. C'était un groupe de personnes plutôt intéressantes. Artistes, sculpteurs et décorateurs de théâtre furent recrutés par le service britannique de camouflage. Surnommés « équipe de travaux spéciaux », ils ressemblaient beaucoup à leur contrepartie française. Quand les Américains entrèrent en guerre en 1917, le général Pershing, commandant en chef de l'armée américaine en France, demanda qu'une unité semblable soit constituée. En même temps que la production de toiles et plus tard de filets pour cacher l'armement et les installations, les camoufleurs de Sévola furent chargés, entre autres, d'élaborer des postes d'observation dissimulés en animaux ou en arbres.
Les reconnaissances aériennes rendaient le camouflage nécessaire. En 1918, l'unité de Savola employait plus de 9000 militaires et civils, hommes et femmes. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, le camouflage fut accepté comme une facette de la planification tactique. Chaque soldat était entraîné pour se cacher, lui et son équipement. Les uniformes camouflés devinrent une norme, fabriqués de telle sorte qu'ils pouvaient s'adapter au changement de l'environnement. Les circonstances exigeaient quelquefois de l'improvisation. L'équipement lourd, camions, chars et artillerie furent traités différemment. Le but du camouflage est de rompre la découpe d'une pièce d'équipement militaire de manière à la faire ressembler à quelque chose de moins puissant ou d'innocent, ou même se fondre complètement dans l'environnement. Les équipements étaient peints en fonction du terrain, du climat et de la saison. En vert et marron pour les forêts européennes en été, en blanc pour l'hiver russe et en ocre et brun pour le désert d'Afrique du Nord. Les filets, fabriqués avec des bandes de toile d'emballage aux couleurs appropriées, étaient utilisés pour masquer les formes et éliminer les ombres révélatrices. Ces techniques étaient souvent complétées par des matériaux naturels tels que branches et foin. Les Allemands utilisèrent avec talent les principes du camouflage pour cacher ce qui était impératif de cacher, les énormes canons du mur de l'Atlantique, les 3850 km de béton, barbelés et canons destinés à défendre la forteresse Europe de l'invasion alliée. Bien entendu, aucune de ces techniques, aussi habilement pratiquée fût-elle, ne pouvait cacher un char en pleine vitesse. Le camouflage n'était vraiment efficace que lorsqu'il était immobile. Si vous avez un char caché quelque part et que l'ennemi n'a pas repéré, et s'il peut faire 3 ou 4 gyrations avant d'être vu, il peut en détruire 3 ou 4 autres. C'est un avantage, mais il y a sacrifié son autre grand atout, sa mobilité. Après quoi, il devait se dépêcher de partir, sinon il était pilonné, où qu'il se trouvât. Les casemates et les bunkers n'étaient pas dotés de la mobilité des chars et ne bénéficiaient que de quelques dizaines de centimètres de béton et d'un habile camouflage pour les protéger. Ils étaient cachés du mieux possible, mais des tentatives furent faites pour les faire paraître moins menaçants quand les rendre invisibles s'avérait impossible. Des emplacements de grands canons pouvaient même être rendus moins évidents avec de la peinture et un peu d'imagination. Mais la Deuxième Guerre mondiale apporta une nouvelle menace. Si vous prenez le côté historique du camouflage, vous constatez qu'il a atteint son plein épanouissement pendant la Deuxième Guerre mondiale pour la bonne raison qu'est venu s'ajouter un nouvel élément qui était « à quoi ressemble cette chose vue d'avion ?» Vous étiez en effet alors sous surveillance aérienne. Les avions de reconnaissance décollaient, espionnaient et repéraient les usines de bombes ou la situation des troupes. Il fallait donc tout camoufler pour ne pas être aperçu depuis le ciel. Les avions à long rayon d'action rendirent pour la première fois le camouflage des sites loin derrière les lignes de front indispensables. Villes, usines et terrains d'aviation, autrefois hors des zones de combat, furent soudain exposés. Pour diminuer leur vulnérabilité, les avions furent déplacés des terrains d'aviation et répandus dans des zones résidentielles où ils étaient moins susceptibles d'être attaqués et où, en cas d'attaque, un seul à la fois serait endommagé. Pour plus de sécurité, plus de 600 terrains d'aviation opérationnels de Grande-Bretagne furent camouflés avec de la peinture et des haies artificielles. Les terrains d'aviation étaient très difficiles à camoufler, tout particulièrement si vous aviez une piste en béton. Vous pouviez bien sûr la peindre pour qu'elle ressemble au paysage alentour, en vert ou en marron ou quelque chose comme ça. Mais selon l'angle, la réverbération du soleil était inévitablement différente. Entre-temps, les deux parties élaborèrent des programmes massifs de camouflage civil pour essayer de protéger les objectifs non militaires. Au plus fort des raids de la Luftwaffe en 1939, 40 et 41, tout peindre, même les voitures, devint presque une obsession nationale.
Celle de l'état-major était peinte en noir et vert, comme si une voiture en marche pouvait être camouflée de quelque manière que ce soit. Le camouflage civil était à l'image du militaire. Les bâtiments étaient peints de manière à se confondre avec le paysage environnant et des filets étaient utilisés pour masquer les ombres qu'ils projetaient. Des points de repère bien particuliers étaient modifiés. Des lacs étaient drainés et des méandres de rivières étaient dissimulés grâce à des filets pour priver les avions d'aide potentielle de navigation. L'apparition des avions impliqua également que des canons anti-aériens soient disposés partout dans le pays et devaient à leur tour être protégés. Dans les zones rurales, où le manque de végétation rendait les formes traditionnelles de camouflage inapplicables, les canons anti-aériens étaient cachés de manière très imaginative. Une ferme factice, faite de matériaux légers, pouvait être très rapidement déplacée par quelques hommes. Le toit d'une grange s'escamotait pour découvrir son hôte mortel. Un canon anti-aérien pouvait également être caché sous un court de tennis, dessiné avec beaucoup d'imagination. Enfin, une innocente meule de foin n'était pas toujours aussi innocente que cela. Malgré les efforts des camoufleurs, les dégâts furent des deux côtés importants, les cités industrielles étant les plus durement touchées. Le camouflage de toute une partie de Hambourg fut sans doute ce que les Allemands firent de mieux en la matière. C'était un port très important, mais aussi le quartier général des services secrets allemands. Ils camouflèrent le quartier des affaires de telle sorte qu'il ressemblait à la banlieue contiguë. Ça a marché pendant un certain temps. Alors que la guerre s'intensifiait et que les bombardements devenaient moins sélectifs, Hambourg fut rasé, victime d'une destruction totale destinée à mettre le pays à genoux. Le camouflage des villes devint à ce stade moins important que la survie des hommes. Alors que le camouflage sert à cacher, les leurres sont destinés à attirer l'attention et le tir ennemi. Utilisés sous une forme ou une autre pendant des siècles, les leurres furent réinventés pendant la Première Guerre mondiale. Ils prirent différents aspects, depuis les fausses têtes pour attirer le feu et révéler la position des tireurs isolés, jusqu'aux pièces d'artillerie factices. Les leurres les plus largement et efficacement utilisés furent sans doute les faux chars. Les leurres de chars firent leur apparition pendant la Première Guerre mondiale. C'étaient simplement des maquettes en bois léger recouvertes de toile, utilisées pour l'entraînement, mais aussi pour faire croire à une grande concentration de chars qui n'existaient pas, afin de tromper les reconnaissances aériennes. Ce procédé fut abandonné entre les deux guerres et, comme d'habitude, a dû être réinventé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ces leurres ne furent sans doute jamais aussi bien exploités que dans le désert d'Afrique du Nord. La tromperie est l'arme des faibles, et au Moyen-Orient, face aux Italiens en Libye et en Éthiopie, nous étions vraiment très faibles. Quand Mussolini ordonna l'invasion de l'Égypte en juin 1940, il y avait 250 000 soldats italiens en Afrique, contre seulement 36 000 Britanniques. Lors de l'assaut de Sidi Barrani, la proportion n'était pas aussi grande, mais les Britanniques étaient surpassés en nombre à plus de 2 contre 1. C'était en décembre 1940 en Égypte, au début de la grande offensive du général Wavell, qui finit par bouter les Italiens hors de l'Afrique du Nord. Cette première bataille fut un gigantesque combat de chars. Pour faire bonne mesure, nous avions quelques chars factices pour faire croire que nous étions plus nombreux. Aucun programme précis de production de leurres dans le désert n'ayant été prévu, les ingénieurs de l'armée durent s'atteler à la tâche. En une seule nuit, ils produisirent 80 leurres en bois et en toile qui furent pliés, chargés sur des camions et envoyés sur le front. Placés à l'arrière de la formation, derrière les vrais chars, ils ne furent jamais repérés par l'ennemi au sol, mais seulement par des reconnaissances aériennes. Ils n'avaient donc pas besoin d'être particulièrement précis et détaillés.
En gros, il y avait deux parties, un parallépipède en forme de groupe-pain de savon et un autre plus carré, simulant la tourelle. 3 jours après le premier assaut, les Britanniques avaient fait 39 000 prisonniers italiens. Ce qui devait être une expédition de 5 jours se transforma en une offensive de première importance. Ce fut notre première victoire de la guerre. Nos chars battirent les Italiens et firent en fait apparaître la totalité de l'armée italienne. Il est amusant de dire que les leurs y ont contribué, même s'ils n'ont pas tiré. Au fur et à mesure que s'étendait l'utilisation des leurres, ceux-ci évoluaient. Et en 1944, le bois et la toile furent remplacés par des objets gonflables plus légers et moins chers. Produits par les Britanniques et les Américains sous diverses formes, couvrant tous les principaux types d'armes, les leurres gonflables étaient très convaincants. Vus d'avion, ils ressemblaient fortement à leur contrepartie en acier. De taille et de forme semblables, leurs ombres étaient convaincantes au point de passer, vues du ciel, pour de vraies armes et véhicules. Vus du sol, ils pouvaient parfois être confondus avec les vrais. Les nouveaux leurres avaient la préférence en de nombreuses circonstances en raison de leur légèreté et de leur maniabilité. Un char factice gonflable pouvait être déployé en quelques minutes et avait l'encombrement d'un sac de couchage. Vous deviez faire attention à ne pas les piquer, car un char dégonflé n'aurait trompé personne. La supercherie devenait de plus en plus difficile, car les reconnaissances aériennes étaient de plus en plus sophistiquées et il fallut prendre des mesures supplémentaires pour assurer leur crédibilité. Ce n'est pas tout de placer un faux char quelque part au milieu du désert. Si l'on veut le faire passer pour un vrai, il faut tracer des marques menant à sa position. Et s'il s'agit d'un groupe de chars, il faut imiter de nombreuses traces. Une partie du plan consistait à en faire grâce à de vrais véhicules avant d'installer les faux. Un objet traîné derrière un camion laissait des traces convaincantes. Ainsi, quiconque aurait observé le terrain, soit du sol, soit d'avion, aurait pu croire qu'un groupe de chars était passé par là. Mais la supercherie alla encore plus loin. En plus de l'effet visuel, le son était important et la tromperie sonore était quelque chose pour laquelle les Britanniques et les Américains s'étaient spécialisés pendant un temps. Ils équipaient des véhicules ordinaires, légèrement armés, d'énormes haut-parleurs qui imitaient les bruits de bataille, des grondements de tanks dans des zones où ils n'étaient pas supposés être. Ça a vraiment marché, surtout dans les derniers combats en Allemagne, quand l'ennemi était au bord du désastre, quand on pouvait faire pencher la balance en émettant seulement des sons, plus particulièrement de nuit, pour donner l'impression qu'une force importante approchait. Le stade de tromperie atteint par les militaires peut être constaté dans ce film d'entraînement de 1943. Utilisé en combinaison avec des avions factices et des soldats gonflables, le faux son était employé pour simuler un débarquement réel à proximité. Cachés par un rideau de fumée, des bateaux diffusaient grâce à des haut-parleurs des bruits d'avion à l'atterrissage. Les bateaux faisaient 3 passages, augmentant le volume sonore à chaque fois. Les faux soldats étaient lâchés sur les vagues, ressemblant à des vrais avançant vers le rivage. Après le 3e passage des bateaux, le faux avion émergeait de la fumée, attirant l'attention et le feu de l'ennemi, tandis que le véritable débarquement avait lieu un peu plus loin. De faux parachutistes étaient aussi utilisés pour simuler des assauts. Appelés Ruperts par les Anglais et poupées par les Allemands, ils mesuraient environ 70 cm, mais de loin, dans un ciel vide, il était impossible de déterminer leur taille. Nous avons largué des centaines de ces faux parachutistes qui, en atteignant le sol, éclataient en faisant un bruit de pétard, laissant croire aux Allemands que nous faisions atterrir une armée aéroportée dans une certaine zone, alors qu'en fait, nous la larguions dans une région éloignée des combats.
Au fur et à mesure de la production, l'utilisation des leurres passa de la tromperie tactique primitive à la stratégie. L'exemple le plus célèbre est celui des préparatifs du jour J, quand ils furent utilisés pour suggérer un rassemblement de troupes à Berkshire pour convaincre les Allemands que l'invasion serait effectuée par la côte du nord de la France plutôt que par la Normandie. Je me souviens, c'était vers le 10 juin. Je vivais alors dans les collines de Chilton, en Angleterre, et j'étais allé aux champignons, à l'aube. Soudain, dans un champ voisin, j'ai vu surgir des chars. Ils sortaient de l'herbe, comme ça. Les chars de Churchill étaient là, les chars de Sherman, toutes sortes de chars, plusieurs centaines. Bien sûr, c'étaient les fameux chars en caoutchouc. Patton rassemblait alors son armée pour la traversée de la Manche, destination le Pas-de-Calais. Des leurres, à plus grande échelle, furent déployés des deux côtés avec des succès variables. En 1940, il était devenu évident que le camouflage n'était pas suffisant pour protéger la force aérienne de Grande-Bretagne. Aussi, des terrains d'aviation factices de deux types furent-ils construits pour détourner l'attention et les bombes. Les sites K étaient destinés à l'observation et aux raids diurnes. Vus du ciel, ils ressemblaient à des terrains opérationnels avec pistes, avions et hangars, mais ils se révélèrent trop coûteux pour une simple supercherie. Les sites Q simulaient des terrains d'aviation de nuit dotés essentiellement de lumières mobiles et stationnaires, simulant l'activité nocturne d'un aérodrome. Quand les bombardiers étaient repérés, le vrai terrain s'éteignait et le site Q entrait en action. Mais ils comprirent bientôt que toute cette sophistication coûtait très cher. Il faut aussi admettre qu'entre les deux guerres, les reconnaissances aériennes des Allemands étaient plutôt performantes. Aussi, le camouflage des terrains d'aviation fut-il quelque peu réduit au bout d'un certain temps. Les leurres diurnes ne réussirent pas vraiment à tromper la Luftwaffe. Des cartes récupérées ont révélé que les Allemands avaient identifié tous les sites de leurres, sauf 3. Les sites nocturnes furent eux attaqués plus de 350 fois au début de l'année 1941. De juin à octobre 1940, période d'intense activité de la Luftwaffe, ils furent bombardés plus de 2 fois plus que les terrains qu'ils protégeaient. La Grande-Bretagne mit en place un réseau extrêmement ambitieux de villes factices pour éloigner la Luftwaffe des agglomérations et usines considérées comme primordiales et en danger. Ils engagèrent des peintres pour confectionner des toiles horizontales simulant des cités industrielles où les bombes et les avions étaient fabriqués. Les appareils de reconnaissance allemands les survolaient et envoyaient leurs bombes sur des champs vides. Pour compléter l'illusion, des incendies étaient allumés après la première vague de bombes pour que les suivantes visent ce qui semblait être une zone atteinte lors de l'assaut précédent. C'est ainsi qu'il faisait croire à l'aviation ennemie qu'elle attaquait une vraie ville. Mais c'était très difficile à quantifier. Est-ce que l'échec d'un bombardement sur une usine était la conséquence de l'efficacité du camouflage ou celle de l'inefficacité du tireur ? Pendant la première moitié du XXe siècle, la supercherie navale évolua également. Mais en matière de camouflage, la mer pose un certain nombre de problèmes spécifiques. Le changement de temps rapide, la lumière, les conditions de navigation rendent pratiquement impossible le camouflage d'un navire. Quand la lumière change, les bleus et gris pâles qui se mélangent si bien au crépuscule accentuent la forme d'un bateau. Pendant la Première Guerre mondiale, on testa tout d'abord des peintures voyantes. On pensait que des dessins irréguliers de couleurs contrastées briseraient la ligne familière d'un navire. Les couleurs vives ne dissimulaient pas un cuirassé dans un océan vide, mais elles brouillaient sa direction et sa vitesse. Les ingénieurs apprirent bientôt à déformer la zone entre l'arrière et le pont avant, points essentiels qui permettaient de calculer la course du navire
et comprirent qu'une couleur ne devait pas s'arrêter à un point important de la structure. Des lignes inclinées, des rayures et des courbes se révélèrent plus efficaces pour ce genre de camouflage. Si vous regardez certains des étonnants motifs des navires principaux, ils ont l'air bizarres. Des couleurs vives, du blanc, du noir, du gris, quelquefois du rose et du bleu étaient utilisés. Le but était vraiment d'atténuer la découpe du bateau, non de le faire disparaître, ce qui était impossible, mais bien d'en modifier sa structure, de manière à ce que, quand un bombardier torpilleur s'approchait, il soit empêché d'atteindre un endroit vulnérable ou d'envoyer sa torpille. L'amirauté était réticente pour utiliser des couleurs vives. De nombreux commandants pensaient que les bateaux auraient l'air négligés. Certains marins croyaient par contre qu'elles portaient bonheur. Il y eut un grand débat sur l'efficacité de ces camouflages. Chaque parti estimait que sa solution était la meilleure. On peut dire que ça donnait l'impression aux gens d'être plus en sécurité, et c'était donc déjà une bonne chose. À la fin des années 30, alors que la guerre approchait, on essaya de faire évoluer la technique de camouflage. Des recherches considérables furent menées pour déterminer quelle couleur ou combinaison de teintes rendrait un navire moins visible en lumière changeante. La marine royale, très collée montée, n'échappa pas à quelques surprises. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, la Marine royale avait peint tous ses navires de guerre, ses MTB et MGB, en rose. Au départ, l'amirauté estima que c'était ridicule car, de toute évidence, la couleur idéale pour la mer était le gris. Ce choix de couleur peu conventionnel avait été fait par l'amiral Louis Mountbatten, alors commandant de la 5e flottille de destroyers britanniques, et porte depuis ce jour son nom. Dans certaines conditions de lumière, le rose Mountbatten était efficace. Dans d'autres, c'était comme si les bateaux étaient entièrement illuminés. Peinture et camouflage n'étaient évidemment pas les seules techniques de supercherie navale. Des faux drapeaux étaient arborés pour persuader l'ennemi qu'il s'agissait d'un navire étranger. C'était une tactique valable, selon les règles officielles, dans la mesure où les navires hissaient leur vrai pavillon au début des hostilités. D'autres stratagèmes n'étaient pas aussi légitimes. L'utilisation des navires hôpitaux, par exemple. Selon les règles, ceux-ci devaient être reconnaissables. Ils étaient entièrement peints en blanc, portaient une croix rouge sur le côté et une bande verte le long de la coque. De nuit, ils devaient être entièrement illuminés. Ils ne devaient pas avoir à bord d'autres équipements de communication que ceux réservés à la navigation et ne pouvaient pas transporter de troupes armées. Les seules personnes autorisées à bord étaient les gens de la compagnie, le personnel médical et les malades. Mais tous les belligérants les ont utilisés à des fins plus néfastes. Les conséquences de telles tactiques furent que de vrais navires hôpitaux en mission de sauvetage furent attaqués. Des leurres marins divers furent employés dans des buts différents. En Afrique, Jasper Maskelyne, un magicien chargé du camouflage terrestre, travaillait également sur les leurres marins. Un des problèmes des Britanniques était qu'ils n'avaient pas de navires, ou du moins très peu. Maskelyne construisit des bateaux de guerre en balsa et en toile. C'étaient des faux parfaits.
Vu d'avion, il paraissait réel tant que la perspective était bonne et que l'ombre projetée était correcte. Du ciel, il était très difficile de voir ce qui se passait. Ce qui aida Maskelyne, c'est que les cuirassés étaient camouflés. Il n'avait donc qu'à fabriquer son leurre et à le dissimuler grossièrement pour que les reconnaissances aériennes allemandes croient avoir découvert quelque chose que les Britanniques essayaient de cacher. Mais tous les faux n'étaient pas aussi simplistes. Les navires britanniques Q et les raiders allemands étaient des exemples de leurs armées. Utilisés initialement pendant la Première Guerre mondiale, c'étaient des navires marchands armés de canons et occasionnellement de torpilles cachées derrière les hublots. Drapeaux et signaux de détresse servaient à tromper pour mieux couler les bateaux ennemis. Bien qu'employés sporadiquement, ils connurent une réussite considérable. Les navires Q, conçus comme une arme contre les sous-marins, n'eurent pas d'aussi bons résultats. Ils transportaient 2 équipages. Le premier, connu sous le nom d'équipage sauve qui peut, abandonnait le navire dès qu'un sous-marin faisait surface. Quand ce dernier approchait pour aborder le navire ou le couler, le second équipage ouvrait les hublots et faisait feu. Il y eut plus de 100 navires Q déployés pendant la Première Guerre mondiale. 34 furent coulés contre 11 sous-marins. En termes de quantité, ce n'était donc pas un succès. En 1917, les Allemands adoptèrent une tactique qui consistait à couler les navires à vue, sans se soucier de faire surface et de déterminer la nature et la cargaison du bateau. Le concept du navire Q fut donc abandonné. Les navires Q reprirent pourtant du service pendant la Deuxième Guerre mondiale avec des résultats tout aussi décevants. Sur les 6 envoyés en mission, 2 furent coulés et les 4 autres retirés sans avoir remporté une seule victoire. L'essence même de la tromperie, qu'elle soit militaire ou de toute autre nature, est la désinformation. La manipulation délibérée de la vérité ou de demi-vérité et de mensonges pour obtenir un avantage tactique, stratégique ou psychologique sur l'ennemi. Elle peut être appliquée de nombreuses manières, à grande ou petite échelle. Bien gérée, son résultat entraîne confusion, sous-estimation, erreur. La désinformation et la guerre psychologique s'emploient de différentes manières. Vous pouvez soit briser le moral des troupes ou de la population ennemie, soit convaincre les chefs que vous envisagez un scénario tactique différent. Vous pouvez l'utiliser de façon stratégique ou tactique. Elle n'a aucune limite. Je pense que personne ne sait réellement jusqu'où on peut aller. La technique la plus courante pour répandre la désinformation pendant la Deuxième Guerre mondiale fut l'utilisation des tracts. Ils pouvaient être insérés dans des pièces d'artillerie spéciales tirées sur les lignes ennemies ou, quand une pénétration plus importante s'imposait, être largués par des avions. Connus sous le nom de bombes à propagande, ils ont intensivement servi des 2 côtés et ont été très efficaces dans leur propagation de fausses informations, aussi bien auprès de la population que des troupes. Il existait un journal où je travaillais, appelé Journal des troupes. Il passait pour être édité à Berlin à destination des soldats allemands en campagne en France. Il était imprimé quotidiennement, embarqué dans des avions et largué sur les Allemands à l'aide de bombes spéciales, chaque jour à 6 h du matin, juste pour le petit déjeuner. Tout le monde savait que les médias civils étaient régulièrement surveillés par les services secrets à l'affût de toute information sur la situation en Angleterre. Aussi, les émissions radio et les journaux étaient-ils manipulés pour donner une image déformée de la réalité. Les journaux donnaient souvent des fausses nouvelles, telles des événements inexistants concernant une armée imaginaire, des événements sportifs bidons, des romances fictives entre soldats et résidents. Ils jouaient le jeu parce que le sentiment de la censure britannique n'était pas « ne publiez pas ça », mais « agissez, publiez des choses qui participent à l'effort de guerre ».
Ils étaient très coopératifs parce qu'ils ne révélaient jamais les choses que les Britanniques voulaient cacher, mais publiaient ce qu'ils voulaient révéler. Avec l'arrivée des communications sans fil, la radio put être utilisée aussi facilement que les formes plus traditionnelles de propagande et toucher une audience beaucoup plus large. Les deux partis utilisaient la radio pour diffuser la propagande. Radio Allemagne était une station britannique élaborée pour faire croire qu'il s'agissait d'émissions clandestines émanant de groupes de résistants allemands. Radio Allemagne mentait à l'armée allemande. Elle mentionnait des faux mouvements de troupes et le mauvais moral au pays. Mais elle faisait encore pire. Elle déconcertait le soldat moyen. Les Alliés comprirent la supercherie quand la guerre prit une autre tournure et que les soldats allemands furent capturés en grand nombre. Pour se faire bien voir, les prisonniers disaient « Je faisais partie d'une radio clandestine, Radio Allemagne ». Ils pensaient vraiment qu'un véritable groupe de résistance existait, et ceux qui les interrogeaient également. C'est un autre élément de la supercherie. Même les vôtres n'y voient quelquefois que du feu. Quand les gens agissent comme si c'était vrai, l'impact est encore plus fort. La radio était également devenue un des moyens essentiels de communication de la Deuxième Guerre mondiale. Chaque message, aussi insignifiant et banal fût-il, pouvait révéler une information importante, une fois entre les mains d'un officier de renseignement. On pouvait glaner des renseignements valables en écoutant le trafic radio ennemi. Il était donc raisonnable, en fonction de la véracité de ces renseignements, d'utiliser la tromperie. Si vous entendiez un type particulier d'émission concernant les mouvements de chars ou de troupes, pourquoi n'auriez-vous pas, vous aussi, commencé à falsifier l'information ? La radio militaire devint non seulement un mode de communication, mais aussi un moyen de propager la désinformation. Pour duper les Allemands, les Alliés envoyaient des messages falsifiés dans différentes zones, car ils étaient non seulement interceptés, mais pouvaient être dirigés avec le radar. Les Alliés savaient pertinemment que les Allemands écoutaient et connaissaient la provenance du message. Ils tentaient d'établir un trafic faisant croire à l'arrivée de troupes supplémentaires, alors que c'était faux. Il y eut, pendant toute la durée de la guerre, peu d'opérations de feinte montées sans le concours de la radio. Elle joua même un petit rôle dans l'exemple d'intoxication le plus imaginatif de la Deuxième Guerre mondiale. En 1943, l'opération Viande hachée trompa le haut commandement allemand sur une invasion future de la Sicile. Un corps, récupéré à la morgue de Londres, fut la première pièce de ce puzzle. C'était le cadavre d'un homme identifié par la suite comme étant décédé dans un hôpital anglais. On lui attribua le nom de Major William Martin. On lui fabriqua une identité grâce à des détails de la vie quotidienne, comme des billets de théâtre, la photo d'une petite amie, une lettre de banque l'avisant que son compte était à découvert. Il portait une mallette enchaînée à son poignet, du type de celle utilisée pour transporter des documents confidentiels, comme c'était la coutume pour les coursiers importants de l'époque. La mallette contenait un certain nombre de documents, parmi lesquels une lettre adressée au général britannique Harold Alexander, stipulant que les Alliés envahiraient la Grèce et la Sardaigne et que l'invasion de la Sicile était une simple opération de diversion. Les rapports radio annoncèrent qu'un avion de la Royal Air Force contenant de nombreuses personnes s'était abîmé en Méditerranée. Le cadavre fut placé à bord d'un sous-marin de la Marine royale qui fit route vers la côte espagnole et qui jeta le corps par-dessus bord.
L'Espagne, bien que neutre, entretenait des liens étroits avec l'Allemagne, et les Britanniques subodorèrent qu'elle parlerait aux Allemands du corps de l'officier britannique. Le matin du 30 avril 1943, le cadavre fut rejeté sur le rivage de Huelva et fut trouvé par des pêcheurs. Les autorités espagnoles ouvrirent la mallette et photographièrent son contenu. L'attaché naval britannique à Madrid n'était pas au courant du plan, et quand les autorités espagnoles lui signalèrent la présence du cadavre, il en avertit Londres immédiatement. Il reçut pratiquement par retour un message de panique. « Où est la mallette? Qui a la mallette? Récupérez-la! Elle contient des documents essentiels. » Le cadavre fut renvoyé aux autorités britanniques et fut enterré chrétiennement. Mais l'intoxication persista. Les photocopies furent transmises aux services de renseignements allemands en Espagne et envoyées au haut commandement à Berlin. Le 12 mai, les ordres furent de retirer les troupes allemandes de Sicile pour renforcer la Grèce et les Balkans. Quand les forces alliées débarquèrent le 10 juillet, il ne restait plus que 2 divisions allemandes pour aider les Italiens à défendre la Sicile. L'opération Viande hachée ne fut certainement pas la seule responsable du déplacement des forces allemandes en Méditerranée, mais la plupart des historiens s'accordent à dire qu'elle fut un facteur déterminant. Aujourd'hui encore, tout le monde n'est pas convaincu de son succès. Telle est l'histoire de l'opération Viande hachée, et quels qu'en soient les auteurs et les acteurs, ce fut une belle histoire. Ce fut une manœuvre trompeuse, car les Allemands attendaient les Alliés dans les États baltes et ignoraient que l'attaque débuterait par la Sicile. Dans les rangs inférieurs de la défense, on y croyait, mais les décisions furent prises à un niveau beaucoup plus élevé et l'opération Viande hachée n'y joua absolument aucun rôle. La Deuxième Guerre mondiale vit chacune des grandes puissances élaborer ou étendre ses organisations aux fins de rassembler et d'analyser les renseignements. De bons renseignements sont vitaux pour tout projet de supercherie. Il est tout d'abord utile de savoir ce que craint l'ennemi. Mais la collecte de renseignements ne se termine pas là où commence la tromperie. Deuxièmement, à moins d'avoir d'excellents renseignements, vous ne pouvez savoir si le plan marchera. Vous devez être sûr des réactions de l'ennemi à votre tromperie. S'il ne réagit pas, vous n'avez plus qu'à recommencer. Il y avait d'innombrables moyens de rassembler des renseignements pendant la guerre. Photos aériennes, interception de communications, vol de documents, prisonniers de guerre et bien sûr, espionnage. La confiance des Allemands dans l'espionnage et le talent des Britanniques dans l'interception et le décodage des communications radio conduisirent à ce qui est peut-être le meilleur exemple de la contribution des services secrets à une supercherie réussie. Le plan Trahison était un programme britannique destiné à alimenter les services secrets allemands en fausses informations par l'intermédiaire d'agents doubles. Début 1942, les Anglais interceptaient et décodaient plus de 39 000 transmissions secrètes par mois. L'identité et la position de chaque agent allemand envoyé en Angleterre figuraient parmi les informations. Ils attendaient tranquillement que les gars atterrissent et donnaient à l'agent un choix simple. On vous pend comme espion ou vous travaillez pour nous. L'étape suivante dans la formation d'un agent double était d'inventer un sujet crédible pour les contrôleurs allemands. Il leur fournissait des informations codées qui certes avaient une certaine valeur, mais une valeur limitée pour qu'elles puissent être vérifiées et trouvées correctes.
Le troisième stade consistait en un lot complet de fausses informations crédibles car portant le nom de code correct. Ce fragile équilibre entre faux et vrais renseignements permit de garder le système trahison secret et actif tout au long de la guerre. Outre les agents allemands retournés, de nombreux agents indépendants transmettaient également aux Allemands de faux renseignements pour le compte des Britanniques. L'un d'eux fut l'auteur d'une des supercheries les plus significatives de la guerre. Son vrai nom était Pujol, son nom de code Garbo. Il avait fourni quelques bons renseignements aux Allemands avec l'aide des Britanniques, ainsi que quelques faux. Les Allemands avaient complètement confiance en ce Garbo, en particulier parce que, le matin même de l'invasion, mais trop tard pour entamer quelque action que ce fût, il avait signalé l'attaque. Garbo continua à transmettre pendant les jours suivant le débarquement. Il attendit jusqu'à ce qu'Hitler donne l'ordre d'engager les panzers et de les envoyer en Normandie. Il envoya alors un des messages, le plus important peut-être, avisant que la Normandie était une supercherie et que la véritable invasion surviendrait très bientôt dans le Pas-de-Calais avec Patton, et recommandant de ne pas envoyer toutes les unités en Normandie. L'arrivée du message de Garbo embarrassa Hitler. Il ne savait pas trop quoi faire. Il annula son ordre et envoya son armée dans le Pas-de-Calais, inutile, bloquée, coupant ainsi ses forces en deux. Ce qui fut une erreur fatale, du moins pour lui, car c'est à ce moment-là qu'il perdit la guerre. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les outils de la supercherie militaire ont continué à évoluer grâce à la technologie. Avec la nouvelle technologie du XXe siècle, la tromperie devint plus importante. Au cours du XVIIIe siècle, vous ne pouviez cacher une armée. On la voyait à des kilomètres. Mais les nouvelles facettes de la technologie, comme les reconnaissances aériennes, les écoutes radio et les communications, doivent être employées de manière aussi bien offensive que défensive. Le camouflage, qui pendant la Deuxième Guerre mondiale ne devait tromper que l'œil humain ou la caméra, doit maintenant duper les radars, les systèmes à infrarouge et thermiques. En termes de technique de guerre, le camouflage implique également des mesures comme le contrôle des émissions, l'utilisation prudente de la radio et du radar pour ne pas révéler à d'autres la position de vos navires munis d'équipements électroniques. L'avancée technologique a rendu l'utilisation des leurres extrêmement difficile et presque obsolète, bien que quelquefois, les vieux trucs marchent encore, comme ont pu le constater les Britanniques lors de l'opération Tempête du désert. Un des exemples les plus flagrants est celui d'une escadrille d'hélicoptères anti-chars de l'armée britannique qui avait détruit 14 cibles qu'elle croyait être des transports de personnel et des chars de combat T-72. Un des tireurs dit que c'était comme à l'entraînement, et soudain, il comprit que c'était effectivement du matériel d'entraînement. Ils avaient gâché 14 missiles pour tirer sur des leurres. Ceci pour montrer que même aujourd'hui, il est possible de tromper la meilleure armée du monde. La reconnaissance aérienne n'a cessé de progresser, puis a cédé la place à la surveillance par satellite. Outil primordial d'un petit cercle pendant la Deuxième Guerre mondiale, la désinformation fut aiguisée par des dizaines d'années de guerre froide. Elle a été propagée par les masses médias à un monde qui regardait anxieusement la télévision. Pour vous donner un exemple, pendant la guerre du Golfe, un centre de commandement à Bagdad avait un abri anti-aérien construit sur son toit.
Les services secrets alliés l'avaient identifié et il était devenu un objectif. Pendant le bombardement, des douzaines de personnes furent tuées. Les Irakiens diffusèrent la nouvelle et les médias internationaux relayèrent l'information fausse, car les Alliés furent incapables de prouver jusqu'après la guerre qu'il s'agissait réellement d'un endroit stratégique. Les organisations de services secrets qui sont nées et ont mûri pendant la Deuxième Guerre mondiale ont grandi et prospéré. Elles ont rassemblé et analysé des monceaux de renseignements en provenance de leurs ennemis aussi bien que de leurs alliés et ont gardé leurs propres secrets aussi rigoureusement que possible. Des données sur des facteurs sociaux, économiques, politiques et industriels ont été amassées et examinées en plus des informations militaires. Ce qui s'est passé sur les plages du débarquement, sur les champs de bataille et les salles de réunion de la Deuxième Guerre mondiale confirme que la guerre n'est pas seulement une question d'armes et d'hommes. La victoire peut aussi bien être une question de surprise que de préparation et que finalement, rien n'est plus important que les secrets que vous gardez et les mensonges que vous dites.